Bienvenue au deuxième épisode de Satire Politique. Aujourd'hui, on va parler de la droite républicaine. Bientôt, il y aura les élections pour la présidence du parti. Et il y a deux hommes politiques qui se sont portés candidats pour ces élections. Les médias parlent notamment d'une guerre qui va s'éclater à l'intérieur du parti. Une véritable guerre des chefs. Nous allons parler de Bruno Retailleau qui, à la surprise générale, s'est déclaré candidat ce matin à la présidence de son parti, les Républicains. Le ministre de l'Intérieur, avec son discours de fermeté, en phase avec les attentes des Français, en particulier sur les questions migratoires et de sécurité, Bruno Retailleau est désormais la personnalité de droite la plus populaire selon plusieurs sondages. Lancé dans un duel face à Laurent Wauquiez pour prendre la présidence de LR. Laurent Wauquiez, à son tour, se lance dans la course. Exactement, Laurent Wauquiez qui a accordé un entretien exclusif à nos confrères du Figaro pour confirmer son intention d'être bien candidat à la présidence des Républicains. On va vers une inexorable guerre des chefs. Elle est là, la guerre des chefs du côté des LR. Ça va être Dallas. Mais oh les gars, calmez-vous. Vous pouvez pas faire ça entre vous. Vous appartenez à la même famille. Vous êtes comme des frères. Sinon, il va falloir faire entrer votre entourage. Ok? Moi, j'ai lu avec étonnement cette phrase dans les journaux, signée de votre premier cercle, dit-on, ouvrez les guillemets. Retailleau mesure parfaitement la bête féroce qu'il a en face de lui. Laurent, en campagne, c'est un tueur. Ça, c'était dans les colonnes du Figaro. C'est pas exactement la phrase d'un sparring partner en vue d'un match amical, ça. Laurent, c'est un tueur, c'est une bête féroce. Alors pour pouvoir porter ces élections, il faut avoir des arguments, il faut savoir convaincre. Alors, c'est quoi les arguments de Laurent Wauquiez? Et pourquoi ça sera lui le meilleur candidat pour les élections de sa partie? Ministre de l'Intérieur. Vous voyez les statistiques de la délinquance? La difficulté à laquelle nos compatriotes sont exposés au quotidien? On en France maintenant, toutes les 2 minutes une agression. C'est sans doute un des jobs les plus exigeants au sein du gouvernement. Oui. C'est un travail à temps plein. Vous pouvez pas faire deux choses en même temps. Ça tient la route comme argument. Il y a beaucoup d'insécurité dans le pays, ça on le sait. Mais le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, donne une réponse très dissuasive qui risque de faire taire ses adversaires. Le locataire de la place Beauvau explique qu'il va faire campagne sur son temps libre en restant totalement engagé au ministère de l'Intérieur. Et une réponse vraiment dissuasive. La logique de Laurent Wauquiez est bonne, mais j'ai deux questions. Question numéro 1, pourquoi cette logique ne s'applique pas à Laurent Wauquiez, lui-même, sachant qu'il accumule plusieurs mandats à la fois? Deuxième question, pourquoi cette logique ne s'applique pas aux hommes politiques de manière générale qui accumulent plusieurs mandats et lorsqu'il y a une catastrophe ou un scandale, et se dédouanent de toute responsabilité? Vous dites c'est un job à plein temps. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que Nicolas Sarkozy n'était pas ministre de l'Intérieur à plein temps quand il était ministre de l'Intérieur, président de l'UMP et candidat à l'élection présidentielle. Ça veut dire que François Bayrou, qui est à la fois Premier ministre et président du MoDem, n'est pas Premier ministre à plein temps. Vous-même, Laurent Wauquiez, vous allez me dire que c'est quelque peu différent. Vous êtes à la fois président des députés Les Républicains, vous êtes président de votre groupe à la région, vous êtes même conseiller spécial du président qui vous a remplacé puisque vous ne pouviez pas cumuler les mandats. Les responsables politiques ont l'habitude de mener plusieurs tâches de concert, non? Vous voyez pas la barbarie? Vous voyez pas l'ensauvagement? Qu'est-ce qui a changé? Les agressions en France aujourd'hui sont 2 fois plus élevées qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy. L'année dernière, 2024, notre pays a délivré son record de titres de séjour. Jamais la France n'avait délivré autant de titres de séjour sur des étrangers. Ouh là 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 là, Laurent Wauquiez, vous partez loin là. Vous étiez bien parti pourtant. Là, vous mélangez la question de la sécurité et la question de l'immigration. Vous présentez l'immigration comme la seule source d'insécurité dans le pays. Dominique Pellicot, par exemple, elle n'était pas un migrant. Owen Le Gros n'était pas un migrant non plus. Je pense pas que ce soit la présentation la plus honnête. Alors peut-être M. Wauquiez a un deuxième argument. Un argument plus convaincant. Un argument plus dissuasif cette fois. Il y a un deuxième point qui est gênant. Et qui fait qu'au contraire, il faut miser sur une complémentarité. La droite va avoir besoin d'une parole très libre et très indépendante. Surtout dans la période actuelle, qui est une période de confusion, dans laquelle on est quand même dans un gouvernement avec des socialistes. Dans ce cadre-là, quand vous êtes au gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale. Bien sûr que dans son pourtour, et c'est très précieux, le ministre de l'Intérieur a réinstauré une liberté de ton. Et quand vous êtes dans un gouvernement, vous n'avez pas cette liberté de ton à l'égard du Premier ministre, à l'égard de membres socialistes, à l'égard parfois de la pression qu'exercent des députés socialistes sur des compartiments de l'action du gouvernement. C'est un argument qui tient la route encore une fois. La droite a besoin d'une voix libre. C'est pour ça que M. Wauquiez lui-même n'est pas entré dans le gouvernement. Ça tient la route. Mais Laurent Wauquiez, s'il avait voulu se concentrer sur la refondation de sa famille politique, pourquoi est-ce qu'il aurait voulu rentrer au gouvernement au mois de décembre? Pardon, j'ai fait mes choix, je ne suis pas au gouvernement. On me l'a proposé. Mais vous n'êtes pas au gouvernement, pourquoi? Parce que vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez? Non, parce que j'ai considéré que ma place aurait été plus utile là où j'étais. Alors écoutez, je vais vous lire devant des députés. La seule configuration possible pour moi, c'était Bercy avec une feuille de route claire, notamment pas d'augmentation d'impôts. Donc il y avait bien une perspective de rentrer au gouvernement pour vous? Mais évidemment, et si c'était le cas? Ouais. Je ne serais pas parti pour notre parti. Ah, c'est-à-dire que si vous étiez rentré au gouvernement, vous n'auriez pas été candidat pour être président des Républicains. J'essaye de m'appliquer à moi-même le minimum de cohérence, et j'ai fait mes choix. Celui qui vous parle n'est pas lié par la solidarité gouvernementale. Je ne suis pas l'otage de François Bayrou et je ne lui dois rien. Et donc ma parole sera très claire quand je la porterai comme président de notre parti. Et c'est ça, les amis, qu'on veut. Un homme libre. Un homme qui est capable d'envoyer le gouvernement et le Premier ministre si jamais il y a des dérives. C'est ça qu'on veut. Un homme courageux, quoi. Deux questions d'actualité, Laurent Wauquiez. D'abord, la question des violences physiques et sexuelles à Notre-Dame de Bétarame. François Bayrou a répété hier qu'il n'était pas au courant après une rencontre avec des victimes de violences. Est-ce que vous croyez à la sincérité de François Bayrou?
pensez que c'est la première question qui se pose sur Betaram? Je sais très bien, tout le débat politique depuis une semaine aboutit à ça. On a des dizaines de familles qui, visiblement, ont eu leurs enfants qui ont fait l'objet d'agressions sexuelles. Et la seule question qu'on se pose, c'est est-ce que François Bayrou nous a convaincus? Est-ce qu'il doit démissionner ou non? Moi, la première question... Au courant, Laurent Wauquiez. Oui, mais moi, la première question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on protège nos enfants? Maintenant, une fois que j'ai dit ça, la communication au milieu de semaine de François Bayrou était pas bonne, avec beaucoup de maladresse. Je trouve que depuis, il a entrepris de corriger, et il a compris qu'il était important de bien s'expliquer et d'apporter les preuves de la vérité de ce qu'il disait. Ah bon? Bon, bah, je pense que ce chemin-là est Est-ce meilleur. que s'il a menti, il doit démissionner, comme ce que demande la France Insoumise, Olivier Faure à la mi-journée? C'est pas mon sujet, moi, pour l'instant. Je ne suis pas l'otage de François Bayrou et je ne lui dois rien. Et vous l'avez compris, c'est pas mon sujet. Oui, c'est ça exactement. Un homme politique qui est à la tête de l'État actuellement, qui aurait menti potentiellement sur des violences sexuelles que des enfants ont subi, c'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet pour lui, c'est pas grave, c'est pas important. Chill. Ok. En profitant de cette présence incroyable de Laurent Wauquiez, on aimerait bien savoir quelle est la droite à laquelle il aspire. Quels seront les combats de cette droite-là? Je vais pas vous répondre en me comparant ou en m'opposant parce que ça m'intéresse pas. Par contre, je vais vous dire la droite à laquelle moi j'aspire. Je veux une droite populaire qui parle sur tous les sujets. Je considère que pour que la droite soit réentendue par les Français, elle doit s'exprimer sur le régalien, sur l'immigration. Elle doit aussi traiter un sujet sur lequel je me suis toujours battu, qui est à mes yeux fondamental. C'est aujourd'hui l'injustice d'un système de protection sociale qui ne reconnaît plus les gens qui travaillent ou qui ont travaillé toute leur vie. Pour moi, c'est le deuxième problème majeur de la France. Il y a trop d'assistanat. Notre système social a dérivé. Il assomme de charges et d'impôts ceux qui travaillent. Juste ce chiffre qui devrait tous nous faire réfléchir. Vous prenez un salaire à 3 000 euros, brut. Il coûte 5 000 euros à l'employeur. Celui qui le touche, il lui restera en salaire net 2 200 euros. Quel pays peut survivre à ça? Et les Français sont prêts à payer des impôts. Ils veulent être sûrs que ça aille aux gens qui en ont vraiment besoin. Que ça permette d'avoir des services publics qui marchent et pas une bureaucratie qui coûte une fortune. Une toute dernière question sur l'utilisation du budget des Républicains si vous gagnez. Oui. Il y a un peu plus d'un mois, le Conseil d'État a obligé la région Auvergne-Rhône-Alpes à divulguer la liste des invités du dîner que vous avez organisé comme président de région en juin 2022. Pour un peu plus de 100 000 euros et 90 convives, l'opposition à la région vous accusant d'avoir organisé un dîner fastueux à des fins de communication personnelle. Plus de 100 000 euros et 90 convives. Juste ce chiffre qui devrait tous nous faire réfléchir. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la région a financé un dîner à plus de 100 000 euros, le dîner des sommets, 90 invités, plus de 1 000 euros par tête? Au sujet des maires? Ça a à voir avec l'argent des collectivités territoriales. D'accord, mon sujet c'est les maires. Pourquoi le contribuable de la région paye pour ce dîner, monsieur Wauquiez? Je vous ai répondu, merci à vous. Vous ne m'avez pas répondu. Qu'est-ce que ça a à voir avec la région? En avant, on est parti. Allez, go. Les Français sont prêts à payer des impôts. Ils veulent être sûrs que ça aille aux gens qui en ont vraiment besoin. Que ça permette d'avoir des services publics qui marchent et pas une bureaucratie qui coûte une fortune. Plus de 100 000 euros et 90 convives. Les Français sont prêts à payer des impôts pour les gens qui sont véritablement dans les besoins. Mais par contre, ils sont pas prêts à payer pour des hommes politiques qui se font des dîners luxueux à la hauteur des 100 000 euros. 100 000 euros pour les dîners. Mais ça reste quand même la faute de qui? Ça reste la faute des assistés. Quel pays peut survivre à ça? Partons un petit peu plus loin. Ces deux hommes-là, ces deux hommes politiques, qui les a formés? Qui était leur mentor? Qui était leur parrain dans le domaine politique? Ensuite, moi j'ai entendu ce matin Bruno Retailleau sur Europe 1 et CNews. Et vous ne pouvez pas, c'est un proche de François Fillon, quand je l'entends parler, j'entends celui qui a accompagné François Fillon et qui se dit je sais où François Fillon n'a pas réussi. Moi je vais éviter ces obstacles et je serai celui qui va réussir ce qu'il n'a pas été capable de faire jusqu'au bout. Il aime pas les costumes chers, Bruno Retailleau, donc ça va aller. Il y a des goûts plus simples depuis le Puy du Fou est interdit. C'est ça, il tombera pas dans ce piège-là. Il tombera pas dans ce piège-là, mais c'était trop tard pour François Fillon. Oui. Ah non, Bruno, non, putain, non, pas Fillon, s'il te plaît, pas Fillon. Et pas les costards chers, Bruno. Pas Fillon et pas les costards chers, ok? Tombe pas dans le même piège. Un coup dur pour François Fillon. Le tribunal a reconnu un manquement à son devoir de probité, d'exemplarité, et estime qu'il a contribué à éroder la confiance des concitoyens. Pendant 8 ans, Pénélope Fillon a été rémunérée comme attachée parlementaire de son époux, puis de son suppléant Marc Joulot. Au total, elle a perçu plus de 700 000 euros des caisses parlementaires, mais le doute sur la réalité de son emploi persiste. Pour étayer sa défense, le couple produit devant la justice 700 pages de documents. Visiblement, pas assez pour convaincre la présidente du tribunal. Les tâches de Pénélope Fillon ne dépassaient pas le suivi du courrier et participation à des soirées. Ça se limitait à un soutien à la carrière de son mari. Son salaire absorbait toute l'enveloppe parlementaire. N'ayant pu étayer le rôle de Pénélope Fillon,
La justice les condamne à rembourser l'intégralité des sommes au Palais Bourbon, soit plus d'1 million d'euros. Pas des costards chers et pas de Pénélope. Presque rien ne leur est épargné. Le couple est également reconnu coupable de complicité et recèle d'abus de biens sociaux pour emploi fictif à la revue des Deux Mondes, un titre aux mains d'un ami de François Fillon, ainsi que pour emploi fictif de leurs 2 enfants comme assistants parlementaires. Mais du coup, quel était le lien entre Bruno Retailleau et François Fillon? Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour Yves Calvi. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Vous êtes le coordinateur de la campagne de François Fillon et par ailleurs président du groupe Les Républicains au Sénat. Peut-être une première remarque, on n'attendait pas votre candidat sur le registre de l'émotion. Est-ce que vous-même ça vous a étonné ? Non, je n'attendais pas non plus sur ce registre, mais je crois qu'on a eu affaire à un homme sincère. François Fillon, vous savez, c'est quelqu'un d'extrêmement réservé, c'est quelqu'un de très pudique. Et je pense que c'est ma façon de l'expliquer. Je pense que pour qu'il ait ouvert son cœur de cette façon-là sur TF1, c'est parce qu'il a beaucoup souffert, qu'il souffre et qu'il était très blessé. Et je pense que c'est en pensant aussi à la souffrance de son épouse et de sa famille qu'il a réagi de cette façon-là. Est-ce que vous qui coordonnez cette campagne, vous êtes d'accord pour dire que vous êtes au cœur d'une véritable crise ? Non, au cœur d'une manipulation, oui. Écoutez, ça fait plus de 30 ans que François Fillon est en politique. Le premier contrat de son épouse, c'est 97. Il a été plusieurs fois ministre, Premier ministre. Et comme par hasard, à 2 jours des grands discours qu'il a prononcé le dimanche, comme par hasard, à 3 mois, du premier tour de l'élection présidentielle, on a, comme il l'a dit d'ailleurs, ses boules puantes. Donc oui, c'est ce que je crois. Et j'entendais Alba Ventura tout à l'heure et à l'instant faire sa chronique. Peut-être qu'il y a toujours eu des manipulations. Mais est-ce qu'il faut s'habituer ? Pour Bruno, c'était juste de la manipulation. Qui manipule qui? On ne sait pas exactement. Est-ce qu'on peut laisser prendre en otage une élection présidentielle, qui est sans doute l'élection présidentielle la plus capitale de ces 30 dernières années parce que la France va mal? Est-ce que ces élections présidentielles doivent être prises en otage par un homme qui a trahi la confiance des Français? Et qu'il faut donner l'espoir aux Français. Je sais pas comment il comptait donner de l'espoir aux Français. Surtout pas en détournant leur argent. Ce tapage fera flop. Voilà. Et ce que je souhaite, moi, ce que nous avons souhaité... Ça fait ce tapage médiatique, et puis cette procédure, ça fera pchit. La justice les condamne à rembourser l'intégralité des sommes au Palais Bourbon, soit plus d'1 million d'euros. Cette procédure, ça fera pchit. Alors, Bruno, je pense que ça va faire un bon cheat. Quelqu'un l'avait dit. Voilà. Le tapage médiatique est une chose, la procédure en est une autre. Oui, mais la justice dira s'il y a eu ou pas emploi fictif. Ce que nous souhaitons, et c'est la raison pour laquelle l'audition d'hier était la bienvenue, c'est que la justice aille vite, très vite. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas prendre en otage un moment démocratique aussi important qu'une campagne présidentielle. La justice les condamne à rembourser l'intégralité des sommes au Palais Bourbon, soit plus d'1 million d'euros. Nous sommes à près de 80 jours. François Fillon est le champion de la droite et du centre, qui l'a désigné à une écrasante majorité. Je ne vois pas d'autre que lui capable de faire face au chaos international, au chaos européen, au désordre français. Mais man, je serais champion de quoi exactement? Je serais champion de détournement d'argent public. Je pense que ça suffit de Bruno Retailleau, que ça m'a suffi. En tout cas, retournons à Laurent Wauquiez. Ça m'a manqué son courage et son honnêteté. Alors, cette bête féroce, qui l'a formé politiquement? Est-ce que Nicolas Sarkozy vous soutient? Écoutez, en ce moment, je pense qu'il fait preuve beaucoup de courage dans une situation personnelle qui est quand même extrêmement difficile. Vous lui avez parlé? Bien sûr, on échange très souvent avec Nicolas Sarkozy. Je lui dois beaucoup. Beaucoup. Et j'ai un infini respect pour lui. What the fuck? Et ça n'a pas changé avec tous les ennuis judiciaires qu'il y a en ce moment. Ce que j'adore, c'est l'utilisation des mots. Des ennuis judiciaires. On vient de l'apprendre, Nicolas Sarkozy est condamné en appel à 1 an de prison, dont 6 mois ferme. Il écope de cette peine dans le cadre de l'affaire Big Malion pour avoir dépassé le plafond légal des dépenses pour sa campagne présidentielle en 2012. Il avait dépensé près de 43 millions d'euros pour un maximum autorisé de 22,5 millions d'euros. Nicolas Sarkozy avait été condamné une première fois en 2021 à 1 an de prison ferme pour ce financement illégal de campagne et a été rejugé fin 2023 par la Cour d'appel de Paris qui vient juste de rendre cette décision. À côté de ça, il faut savoir que ce n'est pas la seule affaire judiciaire à laquelle est confronté Nicolas Sarkozy. Il a notamment été condamné en mai dernier en appel dans l'affaire dite des écoutes à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Il doit également comparaître l'année prochaine dans le cadre de soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Et j'ai un infini respect pour lui. Le mec, il a 3 procès, il a été condamné 2 fois, et après ça, ce qu'elle va lui dire, j'ai un infini respect pour lui. Moi, je pense qu'il a un infini respect pour lui parce qu'il a pu récupérer plus que les Fillon. En tout cas. Les amis, s'il vous plaît, on soutient la chaîne, d'accord? On like, on follow, on partage, on subscribe, on fait tout. Des commentaires, tout ce que vous voulez. Hâte de vous voir au prochain épisode.